Vous écoutez e-Radio, il est midi 15, voici les titres de l'actualité. À 3 jours de l'ouverture de la campagne électorale, c'est l'effervescence dans les directoires des candidats à Rufisque. Pendant ce temps, à Kaolack, certains électeurs n'ont toujours pas reçu leur carte et s'inquiètent des lenteurs, alors qu'en France, c'est l'itinéraire de la commission de distribution des cartes d'électeurs qui fait polémique. Les agences de voyage vont accompagner le développement d'Air Sénégal, notamment sur la ligne Dakar-Paris. Ils se disent prêts à proposer les billets à leur clientèle. Je rappelle que la compagnie nationale a réceptionné hier son premier Airbus A330 Neo 900 qui va donc bientôt opérer des vols entre le Sénégal et l'Hexagone. Dans l'actualité internationale, la Cour pénale internationale tient depuis ce matin une audience sur l'appel du procureur contre la mise en liberté de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien dont la mise en liberté a été suspendue malgré son acquittement il y a plus de 2 semaines. Nous ferons le point avec Ousmane Gueye. Un autre Guéhen, Seydina Abba, celui-là, viendra nous faire un focus sur le football en Mauritanie, un pays qui est passé de la 206e place au classement FIFA à la 104e en l'espace de 6 ans. Un bond spectaculaire couronné par une qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Comme tous les vendredis, vous entendrez la chronique du très avisé Mamoudou Ibrakan qui prévient contre les dérives de la stigmatisation en cette période électorale un tantinet agité. Vous êtes sur e-Radio, voici le Midi Keng Bolkeng, votre journal. Le journal avec Bokar Alphakan. Mesdames, Messieurs, bonjour. La partie technique est assurée par Aliou Diassé. Présidentielle 2019 à Rufisque, les comités électoraux des candidats à la présidentielle sont prêts pour la campagne. Les états-majors peaufinent leur stratégie pour convaincre les électeurs. Si certains commencent par des journées de prière, d'autres choisissent de faire des visites de proximité ou des réunions publiques d'information. Babacar Seck leur a rendu visite. Voici son reportage. Les comités électoraux des coalitions des différents candidats à la présidentielle sont faits prêts pour entamer la campagne à Rufisque. Des prières pour la paix et des visites de proximité sont au programme de la coalition Benno Bokk Yakaar à Rufisque-Est. Boubacar Albendoy, le maire, en est le coordonnateur. La commission religieuse va organiser une matinée de prière pour qu'on ait la paix lors de ces élections au niveau de notre commune et au niveau du Sénégal. Une journée de prière aussi, de chant, et où l'ensemble des confréries seront conviés pour lancer la campagne. Maintenant, après, c'est des campagnes de proximité qu'on va mettre en place sur l'étendue de la commune. La coalition Sonko Président a opté pour une campagne mixte avec des caravanes et des réunions publiques d'information, selon Bara Diouf, le coordonnateur départemental. Bien évidemment, la coalition Sonko Président est prête pour mener une campagne au niveau du département de Rufisque. Donc, dans le département de Rufisque, nous allons mener une campagne mixte qui sera faite d'une campagne de proximité qui sera notre priorité. Mais nous allons aussi faire des caravanes, nous allons aussi faire des réunions publiques d'information, nous allons aussi faire des meetings départementaux. Dans tous les cas, nous serons présents partout dans le département de Rufisque. Du côté de la coalition Madické 2019, des cellules de quartier seront mises en place. Daouda Correa, coordonnateur de Madické 2019 à Rufisque. Nous avons aussi mis en place dans chaque commune un comité électoral qui lui aussi à son tour met en place des cellules de quartier qu'il coordonne. Et notre système consiste à faire une campagne de sensibilisation au niveau de la base jusqu'au sommet. En attendant la venue des candidats dans la ville de Koumablam, les comités électoraux comptent occuper le terrain pendant toute la durée de la campagne. Babacar Seck, Rufisque, e-Radio. Retrait des cartes d'identité à Kaolack, ce n'est pas vraiment l'affluence alors que le scrutin du 24 février approche. Les cartes de certains électeurs ne sont pas encore disponibles et ils commencent à perdre espoir d'accomplir leurs devoirs citoyens. Ousmane Dem à Kaolack. Elles sont nombreuses ces personnes qui font chaque jour le déplacement au niveau de la préfecture de Kaolack pour récupérer leur carte d'identité nationale. Mais on leur fait savoir que les cartes ne sont pas encore disponibles. Sous le couvert de l'anonymat, cet homme s'en désole. Depuis 2 ans, je cours derrière ma carte d'identité nationale. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à la récupérer. Ce n'est pas normal. C'est le même sentiment de désolation chez Mustapha. Cet homme est un ouvrier. Chaque jour, il ferme son atelier pour venir chercher sa carte d'identité nationale dont il a besoin dans le travail. Je
suis venu ici pour récupérer ma carte d'identité nationale. Contrairement à Moustapha, Ndeye Fatou a les yeux rivés sur l'élection présidentielle du 24 février prochain. Elle sait que pour y participer, il lui faut sa carte d'identité nationale qu'elle n'arrive toujours pas à récupérer. J'ai envie de voter à la présidentielle du 24 février prochain. À quelques semaines de la présidentielle du 24 février prochain, c'est toujours la bousculade à la préfecture de Kaolack. Tout le monde veut récupérer sa carte d'identité nationale. Ousmane Dem, Kaolack, iRadio. Ousmane Dem, en France, c'est la distribution des cartes d'électeurs par la commission itinérante qui fait polémique. Cette commission dessert les villes où l'APR compte le plus de militants, dénonce l'opposition. Selon le consul général du Sénégal à Paris, ces accusations sont tout simplement fausses. Correspondance à Paris, Ibrahima Kamara. Les représentants de PASTEF en France s'offusquent de la manière dont sont distribuées les cartes d'électeurs des Sénégalais de Paris. Selon Ousseynou Seck, le consulat vise les villes où il y a plus d'électeurs de l'APR pour la distribution des cartes d'électeurs. Évidemment que quand il va faire la carte, il va faire la carte selon les poids politiques de son parti, les dispositions des électeurs de son parti dans tel ou tel endroit. Donc, comme Mantes-la-Jolie, comme Cré, vous allez au consulat, vous vous rendez compte que l'administration aujourd'hui consulat ne travaille que pour la réélection du président Macky Sall. Le consul général du Sénégal à Paris, son Excellence Amadou Diallo, se démarque de ce discours et précise. Moi, je suis là pour les Sénégalais. Je n'ai pas attendu les élections ou la distribution des cartes pour faire de la proximité avec nos compatriotes. Là que je me déplace régulièrement et je suis parti dans toutes les villes où pratiquement nous avons inscrit presque au minimum 200 Sénégalais. S'il y a des acteurs politiques qui se plaignent par rapport à ça, ils peuvent toujours se rapprocher de la commission et faire des propositions. Pour le moment, ce n'est pas encore le grand rush au consulat général du Sénégal à Paris pour éviter que les Sénégalais ne se bousculent le jour des élections pour retirer leurs cartes et en même temps voter. Le consul Amadou Diallo espère distribuer toutes les cartes avant le jour J. Paris, Ibrahima Kamara, iRadio. Ibrahima Kamara, à Hambourg, ce ne sont pas les cartes d'électeurs qui inquiètent, mais plutôt la sécurité. Les campagnes électorales y sont souvent émaillées de violence et les populations demandent plus d'effectifs des forces de sécurité pour le maintien de l'ordre. Aliou Kane, reportage. Bannir la violence électorale est tout le souhait de beaucoup de Mbourois croisés dans les rues. M. Nying marche sur le trottoir de la route principale du quartier Grand-Bourg. La violence électorale doit être bannie. Le fait d'insulter les gens, de se bagarrer. Même conviction chez le vieux Lassana Sadio. C'est la campagne électorale. Chaque citoyen est libre de choisir son candidat, suivant son programme. Les violences éclatent lors de la période électorale, certes, mais plus quand des candidats battent campagne sur la même zone. N'empêche, dit-il, ce n'est pas une excuse. C'est des repas-là qu'il faut éviter. Le Sénégal n'a pas besoin de ça. Il faut faire une campagne civilisée, faire son choix. Ababakar Diallo cherche à légitimer la violence tout en saluant également la maturité démocratique de notre cher Sénégal. Lui qui a vécu hors de son terroir pendant une trentaine d'années. Il est normal que les gens manifestent leur mécontentement ou leur révolte au moment des élections. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles que soient les tensions qui peuvent se passer, au niveau de l'Afrique, on est un rare pays où il y a quand même un peu de démocratie parce que celui qui sera élu sera respecté et il n'y aura pas de problème. Bokar Niasse invite les tenants du pouvoir à juguler cette tension électorale car étant selon lui les seuls à en être capables. Le régime doit affecter le maximum d'éléments de sécurité à tous les candidats. Une idée à laquelle adhère M. Diallo qui demande l'affectation des forces de sécurité aux 5 candidats en lice. Il est candidat, il doit avoir une protection, les autres doivent avoir la même protection. Ce n'est pas du tout normal qu'il y ait un peu plus pour l'un et beaucoup moins pour l'autre. Aliou Kanbour, iRadio. Aliou Kanbour, le recours aux agents de sécurité privés peut être un danger pendant la campagne électorale. C'est l'avis de Mayacine Diallo, écrivain et expert en sécurité des biens et des personnes. Il s'est exprimé hier lors de la cérémonie de présentation de son livre « L'homme de sécurité est partout et nulle part ». Selon Mayacine Diallo, l'État doit davantage s'impliquer dans la gestion de la sécurité privée. Compte rendu de la cérémonie, Pape Ibrahima Ndiaye.
une véritable politique de l'État pour organiser la sécurité privée dans le pays. C'est ce que réclame Maître Mayacine Diallo dans cet ouvrage intitulé « L'homme de sécurité est partout et nulle part ». Pour l'expert en sécurité, la prolifération des agences de sécurité constitue une menace, surtout en cette période d'élection. Former des gardes corps et les laisser à la merci de tout le monde, c'est impossible. C'est des mercenaires ou des milices. En question, je ne dis pas son nom. Pour les sociétés privées de sécurité, j'en viens pour vous dire, sur les 400 ou les 35 000 éléments de sécurité qui se trouvent sur le terrain, c'est normal, mais il y a ceux qui n'ont que des noms, ceux qui ont que des noms. Ils n'existent pas. Sur les 400 là aujourd'hui qui sont reconnus, fichés au ministère de l'Intérieur, vous ne trouverez sur le terrain pas moins de 65. Venu présider la cérémonie de dédicace de cet ouvrage, Ousmane Ngom a salué la démarche de l'auteur. Pour l'ancien ministre de l'Intérieur, les agences de sécurité sont importantes, mais la formation fait défaut pour le moment. Aujourd'hui, le général Abdoulaye Fall l'a rappelé, nous avons plus de 400 sociétés ou structures de sécurité privées officiellement reconnues dans notre pays, avec des effectifs qui avoisinent les 35 000 hommes. Ceci est très important. Mais maintenant, il faut qu'on en arrive à les contrôler davantage, à les gérer davantage, à les former davantage pour que ces structures soient des structures de très haut niveau. Préfacier de l'ouvrage, Abdoulaye Fall, ancien chef d'état-major des forces armées, a magnifié les idées pertinentes développées dans ce livre. Pour lui, le contexte sous-régional mérite qu'un auteur se penche sur la question de la sécurité privée. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est particulièrement imprévisible et dangereux du fait de l'extrémisme violent qui exploite toutes les failles, toutes les négligences, déjoue toutes les prévisions et emploie des moyens insoupçonnés et des combattants du monde entier. Les agents utilisés par l'extrémisme violent sont de toutes les nationalités. Ils sont africains, arabes, européens, américains et asiatiques. À travers son ouvrage, L'homme de sécurité est partout et nulle part, Maître Mayacine Diallo a voulu interpeller l'État non seulement sur la prolifération des agences de sécurité, mais aussi sur l'avenir des agents de sécurité de proximité. Selon lui, le gouvernement doit revoir sa politique à l'égard des ASP. 12h11, vous suivez le journal sur iRadio. Vous écoutez iRadio sur la 90.3 FM Dakar. Air Sénégal peut compter sur les agences de voyage pour développer ses activités. Après la réception hier d'un Airbus A330, les voyagistes se disent prêts à proposer à leur clientèle les billets de la compagnie nationale, notamment sur la ligne Dakar-Paris. Les détails avec Awa Diopsen. Le patriotisme économique, cet appel du chef de l'État fonctionnaire de la République à voyager via la compagnie nationale, ne laisse pas indifférents les agences de voyage de la capitale. Pour Lamine Sy, directeur marketing et communication d'une agence de la place, son agence a déjà commencé à commercialiser les billets de cette ligne. Au-delà du patriotisme, même avant l'appel du chef de l'État, on avait commencé à vendre les billets. Je pense que pour le mois de février, ils sont quasi complets. C'est une fierté d'avoir la compagnie nationale atterrir à Paris. Quand on voit tous les drapeaux des autres nations qui sont représentés dans cet aéroport, c'est une grande fierté, quoi. Dans une autre agence située au rond-point JVC, la question ne se pose même pas. C'est d'abord un devoir patriote, nous dit Djibril Seck, adjoint au responsable de la billetterie de cette agence. Nous sommes prêts à acheter les billets parce que d'abord, avant tout, nous sommes patriotes. Et là où nous allions vers les autres compagnies, par exemple les autres, à savoir Air France ou Royal Air Maroc et consorts, comme notre compagnie commence à desservir sur Paris, donc nous sommes vraiment capables de vendre et d'acheter aussi les billets pour... nous sommes prêts à aider aussi la compagnie aussi à avoir de nouveaux aides pour ensuite pouvoir voler aussi longtemps qu'il le faudra. Face aux réticences émises par certains Sénégalais, l'innovation est l'appareil à la pointe de la technologie, rassurent ces gérants d'agence. Un avion A330 Neo, c'est les avions de toute dernière génération. Bon, le service, c'est vrai qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais bon, comme vous connaissez la Teranga sénégalaise, j'ai pas de doute sur ce côté-là, quoi. Ainsi donc, ces agences nationales comptent aller au-delà du patriotisme en commercialisant les billets Dakar-Paris de la compagnie nationale, ce pour que l'esprit de la Teranga plane hors de notre continent. Alors qu'Air Sénégal se déploie, Corsair, qui n'est plus autorisé à venir au Sénégal à compter de ce mois de janvier, cherche à revenir dans le marché. La compagnie souhaite conclure des accords ciel ouvert avec les pays africains. Son PDG estime d'ailleurs que les lois du continent en la matière sont obsolètes et n'encouragent pas le libre-échange. Pascal de Isagir au micro de notre correspondant à Paris, Ibrahim Kamara.
nous sommes en faveur d'accords dits de ciel ouvert, c'est-à-dire que je considère à titre personnel que trop de pays africains subissent encore un carcan réglementaire par des accords bilatéraux qui datent quand même d'il y a plusieurs décennies et qu'aujourd'hui l'Afrique souffre de ce carcan d'accords aériens qui finalement en fait une spécificité dans le monde, c'est-à-dire et qui fait que beaucoup de pays finalement ne peuvent pas développer des échanges. Or quand on voit, et il suffit de voir l'exemple de Corsair suite à l'ouverture de lignes sur Paris-Dakar, sur Paris-Abidjan, Paris-Bamako, l'arrivée de Corsair, l'arrivée de la concurrence a un effet très bénéfique évidemment sur la croissance du trafic, la baisse des billets. L'actualité internationale sur e-Radio. Il nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ousmane Gueye. Bonjour Bokar Al-Fakan. Alors d'abord, des nouvelles de Laurent Gbagbo, l'appel du procureur de la CPI examiné depuis ce matin à La Haye. C'est cela Bokar Al-Fakan. La Cour pénale internationale tient depuis ce matin une audience sur la demande du procureur de maintenir Laurent Gbagbo en détention. On le sait, l'ancien homme fort de Abidjan doit encore rester en prison malgré sa mise en liberté ordonnée par la juridiction internationale il y a plus de 2 semaines. Laurent Gbagbo, tout comme Charles Blé Goudé, avaient vu leurs espoirs de sortie de prison douchés par le procureur de la CPI opposé à leur acquittement. Ce vendredi est donc un jour crucial pour les 2 hommes. Les juges de la chambre d'appel doivent entendre les arguments de Fatou Bensouda, du représentant légal des victimes, ainsi que des avocats de Gbagbo et Blé Goudé. Ensuite, deux choses l'une, maintenir les 2 hommes en détention en attendant un éventuel procès en appel de leur acquittement ou leur accorder une liberté conditionnelle ou inconditionnelle, comme l'explique le site du journal Le Monde. Dans l'éventualité où la Cour ordonne une mise en liberté, il faudra plusieurs jours au juge pour régler les détails administratifs et logistiques. Alors, en attendant, direction le Cameroun, où le candidat malheureux à la présidentielle Maurice Kamto, arrêté lundi soir, est en grève de la faim. Maurice Kamto Bokar, qui conteste toujours les résultats, est envoyé en prison lundi dernier après des manifestations non autorisées, a décidé de se battre autrement, avec des cadres de son parti également arrêtés. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a entamé une grève de la faim pour exiger une libération dans les plus brefs délais. On voit ça avec El Hadj Malick Cissé. L'opposant au président Paul Biya, qui réclame la victoire des dernières présidentielles, et plusieurs de ses compagnons dénoncent leur arrestation. Maurice Kamto, qui se considère comme le vainqueur des dernières présidentielles au Cameroun, et ses co-accusés ont décidé tout simplement d'entamer une grève de la faim. Depuis ce jeudi, ils ont pris la décision de ne rien manger jusqu'à leur libération. 8 charges pèsent sur le leader du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, insurrection, incitation à l'insurrection, association de malfaiteurs et complicité. Arrêté en début de semaine, des sources proches du dossier pensent qu'il pourrait être traduit devant la justice aujourd'hui. Ce qui est sûr, le juge va l'inculper, l'acquitter ou le libérer. Et malgré l'arrestation de son leader et plusieurs autres cadres du parti, le MRC annonce une nouvelle marche pacifique ce samedi 2 février. D'autres partis d'opposition pourraient se joindre au mouvement, a signalé un cadre du parti. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer sa libération ainsi que celle de ses camarades. Au lendemain du scrutin présidentiel, Maurice Kamto avait revendiqué sa victoire et saisi le Conseil constitutionnel pour dénoncer les nombreuses fraudes qui avaient, à ses yeux, entaché le processus électoral. En vain, le même Conseil avait déclaré 2 semaines plus tard Paul Biya, 85 ans, dont 36 à la tête du pays, vainqueur avec 71,2% des voix, suivi par Maurice Kamto, 14,23% de suffrages. J'ajoute El Hadj Malick Cissé que ces tensions post-électorales frappent aussi la presse. Un journaliste Bokar a été agressé dans la rue par 3 inconnus. Le confrère a signé des articles jugés critiques contre le pouvoir de Paul Biya en poste depuis 1982. Deux journalistes du titre Le Jour, interpellés alors qu'ils couvraient l'arrestation de Maurice Kamto dont on parlait tout à l'heure, n'ont pas encore donné signe de vie. Voilà, direction le Niger où le ministre des Finances dit bye-bye au gouvernement. Massa Oudou Hassoumi, c'est son nom, Bokar. Il a été remercié sans qu'on en connaisse les raisons officielles. L'information a été donnée par la télévision nationale. L'ex-argentier de l'État, remplacé par Mamadou Diop, un ancien cadre de la BCEAO,
qui a été d'ailleurs pour son dernier poste vice-président de l'organisation communautaire, précise BBC Afrique. Réputé proche du président Mahamadou Issoufou, le désormais ex-ministre des Finances du Niger occupe aujourd'hui les fonctions de secrétaire général du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Teraya, qui est également la formation politique du chef de l'État. Direction la France à présent, où les manifestations des Gilets jaunes, la police va encore utiliser les lanceurs de balles de défense, les fameuses LBD. C'est cela que vous connaissez peut-être, Bokar, pour y avoir été. Ainsi en a décidé le Conseil d'État français qui avait été saisi par les contestataires alors que cette arme de défense responsable de nombreuses blessures est vivement contestée dans un communiqué publié ce 1er février. Le Conseil d'État juge que l'organisation des opérations de maintien de l'ordre mises en place lors des récentes manifs ne révèle pas une intention des autorités de ne pas respecter les conditions d'usage strictes mises à l'utilisation de ces armes. On précise pour nos auditeurs, Bokar, qu'un lanceur de balles de défense, d'abord que ce n'est pas une personne qui lance comme on pourrait le penser, et bien qu'un lanceur de balles est une arme utilisant un projectile conçu pour se déformer ou s'écraser à l'impact et limiter ainsi le risque de pénétration dans un corps vivant, mais avec une puissance d'arrêt suffisante pour dissuader ou arrêter les manifestants. Tout à fait. Donc c'est un fusil dans lequel on met la balle et on tire. Un fusil porteur d'une arme. Exactement. Merci Ousmane Gueye. C'était le spécialiste des armes, Ousmane Gueye. Le journal des sports de e-Radio. Et c'est un autre Guéhen qui s'installe sur ce studio. Seydina Bagay, bonjour. Bonjour Bokar. Nous commençons par le football. Aliou Cissé est prolongé jusqu'en 2021 avec comme objectif la finale de la CAN 2019. Effectivement, le sélectionneur des Lions restera en poste pour 2 ans et demi au plus. Mais pour aller au terme de ce nouveau bail, Aliou Cissé devra atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour Babacar Ndao Faye, cette prolongation est dans l'ordre normal des choses. Cependant, il estime que l'objectif fixé ne sera pas facile à atteindre. Écoutons Babacar Ndao Faye, rédacteur en chef du site media.sn. Il était tout à fait normal que ce contrat soit revu pour que le sélectionneur du Sénégal puisse conduire son équipe au moins pour cette compétition qui est la CAN 2019. Ce qui m'étonne un peu, c'est, comme on le dit, l'objectif qui a été assigné. Bien sûr, il faut toujours assigner un objectif à une prestation de service. Ce n'est pas ça qui me pose problème, c'est juste que cet objectif soit une qualification à la finale. C'est un objectif bien ambitieux que nous souhaitons nous tous, mais il faut juste se rappeler un peu le parcours du Sénégal dans les précédentes compétitions continentales pour savoir que c'est un objectif qui sera vraiment très 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 compliqué à atteindre. Il ne faut pas qu'on se le cache. En dehors de cette dernière CAN 2017 où on était en quart de finale éliminé par le Cameroun, sur les 5 ou 6 dernières éditions, on n'a même pas eu la possibilité de dépasser le premier tour. Donc ce sont des aspects à prendre en compte. Oui, on me dira que le Sénégal a un effectif de qualité, mais il n'y a pas que ça qui fait une compétition. Et il faut se rendre compte que depuis 2006, soit depuis 13 ans aujourd'hui, le Sénégal n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale. Et je dis même des quarts de finale, mais c'est une seule fois qu'on est allé en quart de finale sur ces 13 années en dehors de 2006. C'est pour dire que c'est un objectif bien ambitieux et je reste disons dubitatif sur pas sur la possibilité que le Sénégal ait la possibilité que le Sénégal puisse atteindre cette finale, mais surtout sur si on ne l'atteint pas, si le Sénégal est éliminé en demi-finale, est-ce qu'on devra sur la base du contrat limoger l'entraîneur pour en trouver quelqu'un d'autre? Ça me pose problème. À présent, Seydina, on va parler de la Mauritanie, un pays qui m'est très cher, comme tu le sais très bien.
le football continue sa marche en avant avec une politique de développement qui porte ses fruits apparemment. Effectivement, Bokar, 206e nation FIFA en 2012, la Mauritanie occupe actuellement la 104e place mondiale. Les Mourabitoun ont même décroché leur première qualification en phase finale de Coupe d'Afrique. Cet exploit est dû en grande partie au travail abattu par la fédération depuis 2012. Comment en sont-ils arrivés là? Lassana Kamara, journaliste sportif mauritanien, nous donne les détails avec Sekou Seydi. Les performances de l'équipe nationale de la Mauritanie sortent de l'ordinaire et selon le journaliste sportif Lassana Kamara, le développement du football mauritanien a été rendu possible grâce à la vision de l'actuel président de sa fédération de football. Quand je fais le constat de ça, il n'y avait pas de presse sportive papier ni sur internet. Sur le football mauritanien, on ne connaissait même pas le joueur. Il y avait le championnat, mais le championnat n'arrivait jamais à terme. Donc il y avait toujours des problèmes de communication, des problèmes de dissolution de fédération. Jusqu'en 2012, quand Ahmed Yahya est devenu président de la fédération. Ahmed Yahya a révolutionné le football mauritanien depuis son arrivée à la tête de la fédération de football en 2012. En 2014 déjà, la République islamique s'était qualifiée au CHAN. Le déclic vient à partir du moment où Ahmed Yahya est devenu président de la fédération. Il est venu avec un projet de formation des jeunes, un projet de reconquête, un projet de faire en sorte que la Mauritanie sort de l'ornière. Lassana Kamara estime que les Mourabitoun peuvent créer la surprise lors de la prochaine CAN. Une première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, une équipe jeune, des joueurs qui se connaissent depuis des années. Si on a la chance d'avoir quelques retouches, oui, la Mauritanie peut faire sensation à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ça dépend aussi du tirage. Si on tombe sur le groupe de la mort, ça va être compliqué. Le sélectionneur national Corentin Martins peut compter sur son groupe qui a décroché la qualification historique du pays, d'après l'administrateur du site mauritanifootball.com. La Mauritanie est à la recherche de renforts, est en discussion avec Aboubakar Kamara de Fulham, avec Bengourou Kamara du Racing Club de Lens et un jeune joueur franco-marocain mauritanien qui joue à Lens, qu'on essaye de le convaincre. Mais la colonne vertébrale, ça sera l'équipe qui a qualifié la Mauritanie. En 2019, la République islamique de la Mauritanie va écrire une nouvelle page de son histoire en participant à la CAN, la première compétition majeure qu'elle dispute depuis la création de sa fédération de football en 1961. Même si le monde du football applaudit les performances de la Mauritanie Bokar, il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est l'avis du président de la fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, déclare que le travail va continuer pour doter la République islamique de Mauritanie des meilleures infrastructures sportives. Écoutons Ahmed Yahya, il est le président, comme je l'ai dit tantôt, de la fédération mauritanienne de football. Pour nous, on a encore beaucoup de choses à faire et on a fait que ce qu'on devait faire et c'est notre devoir et c'est pour lequel des clubs et des associations nous ont élus en tant que comité exécutif et avec tous ses membres. La Mauritanie venait de très loin. On n'avait rien de tout ça depuis il y a quelques années, il y a 6 ans, on n'avait rien de tout ça. Et il a fallu beaucoup de volonté, beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement et de travail collectif. Comme on joue en équipe, on a une équipe nationale, comme tout le monde le sait, sans stars particulières, sans joueurs connus, mais un collectif. C'est aussi le cas au niveau de la gestion administrative et de la gestion fédérale. Ce travail qu'on fait au niveau des infrastructures, au niveau de l'administration, au niveau de la formation, tout ça, à travers les compétitions et avoir des résultats. Et on pense qu'on est sur le début parce que certes on s'est qualifié pour la première fois de l'histoire à la CAN. C'est une satisfaction exceptionnelle pour nous. Surtout comment ça s'est fait, étant premier ou après avoir gagné 4 matchs sur 5 dans une poule aussi élevée. Donc on s'est dit on est sur la bonne voie. Cédina, on peut parier sur une finale Sénégal-Mauritanie, non? Je pense pas. Déjà que Babacar Ndaoufay dans le premier élément disait que ce sera compliqué pour le Sénégal d'atteindre la finale. Pour la Mauritanie, je pense que c'est le début d'un long apprentissage dans le monde du haut niveau. C'était juste pour rigoler. Bon. Alors, le mercato s'est terminé depuis hier à minuit et Idrissa Gana Gueye ne verra pas la Tour Eiffel. Effectivement, c'est la fin de long feuilleton qui aura nourri les spéculations pendant plusieurs jours, fortement pressenti pour renforcer l'entrejeu parisien. Idrissa Gana Gueye, comme tu l'as dit Bokar, ne verra finalement pas la capitale française. Pourtant, le PSG a produit un dernier effort
pour enrôler l'international sénégalais, mais cela s'est avéré insuffisant puisqu'Everton voulait une offre de 26 milliards de francs CFA pour laisser filer Ghana. Auteur de 2 offres de 15 milliards et de 20 milliards de francs CFA, le club parisien n'a pas rempli les exigences d'Everton. De plus, l'entraîneur du club ne voulait pas libérer le Sénégalais. Autant de facteurs qui font de ce transfert un échec. À 29 ans, Ghana passe peut-être à côté de l'une des plus belles opportunités de sa carrière. Par contre, pour les Guinéens, ça marche très fort. Leur mercato a été très prolifique. Effectivement, les dernières heures du mercato ont été décisives. Pas moins de 4 éléments du Sili national ont changé d'équipe. Sori Kaba, attaquant et meilleur buteur de l'équipe d'Elche, quitte la 2e division espagnole pour rejoindre la Ligue 1 française. Il s'est engagé avec Dijon pour 4 années et demie. Son transfert est évolué à 2,6 milliards de francs CFA. De son côté, Aboubakar Demba Camara, attaquant de Troyes, a été prêté au Red Star de Paris. José Martinez Kanté quitte quant à lui le championnat polonais pour rejoindre le Gymnastique de Taronja en D2 espagnol. Enfin, l'attaquant Karamoko Cissé a rejoint la formation de Carpi en Série B italienne. Il est prêté par le Hellas Vérone jusqu'à la fin de la saison. Alors, on peut peut-être dire 2 mots sur Kalidou Koulibaly. Est-ce qu'il doit quitter Naples? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a l'intérêt de Manchester United, il y a aussi d'autres grands clubs d'Europe qui se sont manifestés. On parle même du Real de Madrid. Et il faut dire que depuis 2014, Koulibaly n'a rien gagné avec Naples. Justement, et là ils sont éliminés. Ils sont éliminés pratiquement. Ils sont éliminés dans la Coupe d'Italie, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Et en championnat, ils sont largués par la Juventus. Autant de facteurs qui font que beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce que Koulibaly ne devrait pas quitter Naples pour aller vers un autre club plus huppé pour prétendre au titre prestigieux de meilleur défenseur du monde. Et c'est sur ce point que Pape Malick Diaw amène des détails. La saison 2018-2019 n'est certainement pas la plus fameuse pour Kalidou Koulibaly. Éliminé en Coupe d'Italie et largué en championnat, l'international sénégalais se dirige vers une année blanche avec son club, le Napoli. Ibrahim Mboup, journaliste à la RTS, estime que le défenseur central, malgré tout cela, est en train de faire une très bonne saison. Moi, je pense qu'au plan individuel, Kalidou Koulibaly a fait une très bonne saison. Moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe. Il reste solide, mais comme vous l'avez dit, son club a été déjà éliminé en Coupe d'Italie et en championnat. Le Napoli est largué par la Juventus Turin. Je pense qu'au plan individuel, Kalidou Koulibaly est en train de faire une très belle saison. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs au monde, Kalidou Koulibaly a un palmarès loin de son talent. Sa salle des trophées ne compte qu'une Coupe de Belgique en 2013 avec Genk et une Super Coupe d'Italie remportée avec Napoli en 2014. Depuis, Kalidou Koulibaly enchaîne les années blanches. Pour y remédier, Ibrahim Mboup pense que la meilleure solution serait de trouver un nouveau challenge. Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde en ce moment. Et même depuis quelques années, Kalidou Koulibaly doit franchir un palier. À mon avis, dans le haut niveau, il faut se fixer des objectifs, il faut aller vers de nouveaux challenges. C'est vrai que le Napoli fait parler en Italie, mais c'est pas un grand d'Europe. Et aujourd'hui, Kalidou Koulibaly a les qualités qu'il faut pour jouer dans les plus grands clubs en Europe. Que ce soit l'FC Barcelone, que ce soit le Real Madrid, que ce soit la Juventus Turin ou un autre club. Je pense qu'à l'issue de la saison, il doit partir du Napoli. Et s'il veut gagner des trophées, s'il veut gagner la Ligue des Champions par exemple, il doit partir et quitter le Napoli. À 27 ans, l'international sénégalais n'a fait que 2 clubs dans sa carrière, en l'occurrence Genk et Napoli. Vu l'envergure de son talent, il devrait certainement rallier un grand club pour donner une autre dimension à sa carrière. Sauf qu'il coûte un peu cher quand même, Kalidou Koulibaly, 100 millions d'euros. Ah, mais 100 millions d'euros, c'est son talent qui coûte 100 millions d'euros. Lui, oui. Bon, en ce moment, on parle de Ramos, on parle de Chiellini, de Bonucci, mais à chaque fois qu'on les cite, on cite aussi Koulibaly. Oui. C'est dire l'étendue de son talent. Donc, et du potentiel qu'il peut développer s'il rejoint un autre club un peu plus prestigieux que Naples. Si le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique avec lui, le mercato d'été va être effectivement pour lui. Même le président de Naples ne pense pas le garder l'été prochain, parce que aussi les clubs doivent faire des profits. Des ajustements. Il sait personnellement que s'il laisse le mercato d'été 2019 passer, il risque de ne pas avoir l'argent qu'il espère dans ce transfert. Merci Seydina Bagay. Reportage qui nous amène au marché central de Kolda à la rencontre des vendeuses et des ménagères à quelques heures du début de la campagne électorale.
L'engouement et l'ambiance pré-campagne sont éclipsés par les préoccupations du panier de la ménagère et des activités génératrices de revenus. Nombreuses sont les femmes qui se disent déçues par la politique au point de boycotter les meetings et les manifestations politiques, quand bien même elles iront voter le jour J, c'est-à-dire le 24 février prochain. Seydou Diata à Kolda. 10 heures au marché central de Kolda. Ici, aux consignes annonciateurs de la campagne électorale n'est encore visible. Entre les vendeuses et les clients, les préoccupations tournent autour du panier de la ménagère et des activités génératrices de revenus à travers les étalages. Pendant la campagne, je vais gérer ma table à la maison ou bien au marché. Mais je ne pars pas à la meeting. Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu vas faire pendant la campagne? Rien. À ce rythme, il est peu probable que l'engouement et l'effervescence soient au rendez-vous comme à l'accoutumée. Car vraisemblablement, la jeune féminine qui excellait dans la mobilisation lors des meetings semble à présent en avoir assez d'orner la galerie. Les politiciens ne nous connaissent pas. Moi, mon mari, aujourd'hui, c'est mon table. Et les maraîchages, mais les politiques là, je n'ai pas le temps. Les responsables qui sont à la base n'ont jamais aidé les pauvres. Jamais de la vie. Nous sommes Sénégalais, vraiment. Ils ne savent pas comment on vit, nous. Selon ces femmes peu intéressées par la campagne électorale, les hommes politiques ont brisé la relation de confiance. Et le boycott des meetings constitue une réponse aux séries de déceptions. Je suis né en 50 à Djoulakolon, mais je ne crois plus à la politique. Si la campagne vient, on dit hey, toi viens vers moi, si j'ai reçu quelque chose, je vais te donner. Mais si il a reçu, il ne te connaît jamais de la vie. Ça qui a fait nous aussi, on a reculé. Je ne peux pas partir au meeting là-bas pour perdre le temps là-bas. Boycotter les meetings, oui, mais pas le devoir civique. Comme tous Sénégalais, ils iront accomplir leur devoir citoyen le jour J. Non, moi je accomplirai le devoir civil parce que c'est normal, parce que c'est mon devoir moi de voter et de voter comme il faut. Le jour de l'élection, je vais partir au marché pour vendre, pour avoir quelque chose pour donner mes enfants à manger. À 14h, je vais partir pour voter. Après les jeunes qui manifestent de plus en plus leur déception en politique, les femmes semblent leur emboîter le pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la sphère politique au point de constater l'admiration céder la place à la méfiance entre la classe politique et une partie des citoyens? Radio Kolda, Seydou Diata. Le dimanche à minuit s'ouvre la campagne électorale. Ce sera alors le temps des élections, le temps des alliances aussi, mais aussi de la stigmatisation. Attention à ne pas franchir la ligne rouge, nous dit Mamoudi Brakan dans sa chronique. Transhumance, jeu d'alliance, les deux riment bien, mais ne signifient pas la même chose. Le ralliement de Maître Aïssata Tall Sall au président Macky Sall a fait le tour du monde. Dans les médias et les réseaux sociaux, les marchés et les salons, les bureaux et les champs, les villes et les villages, la décision de la présidente d'oser l'avenir a été largement commentée. Les critiques à l'encontre du maire de Podor pleuvent et peuvent se comprendre dans une démocratie. Ces prises de position lointaines ou plus récentes ont été réchauffées à l'intention des mémoires oublieuses. Elle-même stoïque, dit accepter les critiques et calomnies et même les injures. Cependant, en toute chose, garder la mesure. L'excès tue la démocratie. Oser pour oser, il faut oser le dire au risque d'être lynché. L'acte posé par l'ancienne ministre du président Abdou Diouf doit être relativisé. On est dans le temps politique. Dans un contexte préélectoral, moment d'incertitude par excellence, où personne ne peut dire qui va gagner ou qui va perdre, moment où chaque candidat de bonne guerre se livre à un jeu de séduction, le terme jeu d'alliance est préférable à celui de transhumance. Qui est transhumant? Celui ou celle qui quitte l'opposition pour le pouvoir, c'est l'acception la plus répandue, rapportée à l'environnement animalier, appliquée aux humains. Que faut-il dire de l'inverse? Il ne faut pas oublier que la transhumance, au sens premier, est un mouvement menant les troupeaux d'un pâturage d'été à un pâturage d'hiver, l'hivernage chez nous et vice-versa. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la politique au Sénégal. La règle ici est valable ailleurs.
Le Sénégal serait-il une démocratie sans démocrate? La référence à l'ethnie, à la région, à la religion et au sexe interdite par la loi fondamentale de notre pays pour combattre un adversaire doit être bannie du champ politique de la société tout court. Le procès fait au président Macky Sall sur un soi-disant Nedoko Bandoum, au demeurant mal traduit, est tout aussi condamnable que le procès sur les origines casamançaises de l'opposant Ousmane Sonko. Le conflit au sud a tant coûté à notre pays que tout outrage et toute outrance sont inappropriés. La stigmatisation ethnique, linguistique, régionaliste, religieuse ou sexiste porte préjudice à des composantes de la nation qui est une et indivisible. Le risque est grand par une telle attitude de voir les uns se dresser contre les autres. Il faut condamner la stigmatisation d'où qu'elle vienne et quel que puisse être le rang social de celui qui la suscite, car toute tendance à l'indignation sélective serait un facteur aggravant. Pour leurs intérêts personnels, certains politiciens pensent qu'il faut que le sang gicle et que le feu se propage à chaque moment crucial du pays. Ils ne se rendent pas compte de la maturité acquise par les citoyens au fil des rendez-vous électoraux. On ne vote pas dans ce pays depuis bientôt 2 siècles pour rien. Il y a très longtemps que les Sénégalais préfèrent la puissance de la carte à la carte de la force. La campagne électorale qui s'ouvre dimanche requiert de chacun, candidat comme non-candidat, partisan comme non-partisan, une posture responsable. Le coup d'envoi est donc donné. Que le meilleur gagne pour le Sénégal. GD16 vous offre la revue de presse. Et tout de suite, c'est la revue de presse avec Ousmane Gueye. Idrissa Seck ou la montée en puissance d'un prétendant au fauteuil présidentiel. Montée en puissance, l'expression est de la Tribune qui constate qu'à quelques heures du démarrage officiel de la campagne électorale, le candidat de Idy 2019 continue d'enregistrer des soutiens. Dernier en date, après Thierno Bocoum, Malick Gakou et Amsatou Sow Sidibé, celui de Moustapha Guirassy. Guirassy, parmi les nouveaux habitants de Rewmi, pour reprendre le titre de Source A. Ousmane Sonko se distingue également. Dans ce qu'enquête appelle une course aux alliances, le leader de PASTEF a pu convaincre Boubacar Camara et Pierre Goudiaby Atepa, informe Les Échos. L'architecte dont le directeur de cabinet, Serigne Ibrahima Niass, va lui rejoindre Macky Sall à 18h, révèle encore le journal. Qui de l'ex-inspecteur des impôts et domaines et de l'ancien premier ministre va-t-il gagner la sympathie du PDS? Le Parti démocratique sénégalais, dont le pape est attendu à Dakar la semaine prochaine selon l'AS, tarde encore à se positionner. Mais une chose est sûre, au moins, d'après Babacar Gaye, ce ne sera pas Ousmane Sonko. Le PDS doit soutenir Idy ou Madické, estime le porte-parole des libéraux à la page 7 de Le Quotidien. Seulement, pour Babacar Gaye, les libéraux doivent avoir une seule et même position pour sauver le PDS d'une situation impossible pendant et après l'élection présidentielle. Dans ce jeu des alliances et des ndigles, où en sont Barthélémy Diaz et Bamba Fall? Si le maire de la Médina a soutenu qu'une consigne de vote de Khalifa Sall ne le liait pas, son camarade socialiste de Mermoz Sacré-Cœur a dit, lui, n'attendre que la parole de son camarade en prison et exclu de la course pour le 24 février. L'ex-maire de Dakar, décidé à défaire le système, Ousmane Sonko aussi, un anti-système aux portes du pouvoir, grosse une de Vox Populi avec ses propos élogieux d'analystes et de camarades de l'enfant de la Casamance. Pour Birahim Souley Diop, administrateur de PASTEF de tous les candidats, Sonko est le seul à avoir appris ce qu'est l'État, pendant que Dr Cheikh Atab Badji considère que l'ancien pensionnaire de Gaston Berger constitue l'un des plus sérieux concurrents à la course. Mais ça, Maître El Hadji Diouf ne l'acceptera pas. Ousmane Sonko est plutôt un manipulateur, un magouilleur, un maître chanteur, hautain et dictateur. L'avocat commis par le directeur national des domaines, Mamour Diallo, dans l'affaire des 94 milliards, accuse le candidat de PASTEF de
terroriser la République avec des soutiens pires que Hassan Diouf. La charge est à la page 3 de Les Échos. Si Enquête mentionne que Maître El Hadji Diouf, qui va soutenir Macky Sall, démonte Ousmane Sonko, l'AS retient cette plainte annoncée par l'avocat, plainte de Mamour Diallo contre Sonko et qui devrait atterrir devant les tribunaux après la présidentielle. La série d'inauguration et de réception d'infrastructures va-t-elle aider le président sortant dans sa tentative de reconquête de l'électorat après 2012? On verra bien. En attendant, Macky Sall réceptionne son premier Airbus, ou plutôt le premier Airbus du Sénégal, pour reprendre le titre de l'AS. Atterrissage du A330-900 Neo hier à l'aéroport international de Diass, souligne Enquête, selon qui le chef de l'État vante sa politique aérienne. L'appareil s'appelle Casamance, complète de son côté Libération avec ce jeu de mots. Casamance prend son envol. Aliou Cissé, lui, a déjà pris son envol avec l'équipe nationale. Là n'est pas la question. L'enjeu, c'est plutôt la prolongation du bail avec la Fédé. Et sur ce point précis, bonne nouvelle pour le coach selon Vox Populi qui informe que Cissé a été prolongé jusqu'au 31 août 2021. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec Salim To, suivi de votre magazine 219 consacré à la campagne présidentielle, à la campagne en vue de l'élection présidentielle, et suivi de Djalgati Khibar avec Tonton Ada et Sylla Mouniel. Samia